Il faut reconnaître qu'il est regrettable quand même que le résultat que nous avons obtenu à l'issue de ces examens, le bac vient d'afficher son résultat. Nous avons constaté à peine, si vous voulez, nous avons eu un résultat de 27%, je crois bien, mais c'est qui est catastrophique. Et je pense que cela est dû à cette irruption du président Alpha dans les salles de correction. Vous vous souvenez, quand il était venu là, il a dit qu'il va doubler d'abord le salaire, si vous voulez, les primes pour la correction, qui était à 1 million, qui va remonter à 2 millions. Alors, finalement, il dit qu'au niveau de l'université, on constate que le niveau des étudiants n'est pas très élevé. Donc, par conséquent, qu'il faudra essayer de filtrer à ce niveau. Et voilà le résultat est cette conséquence, et c'est ce que nous avons constaté actuellement. Donc nous pensons que son éruption dans la salle est la conséquence de ce résultat. Deuxième chose qu'il faut se dire, à ce niveau, lorsqu'on veut vraiment filtrer, nous sommes tous conscients que le niveau des étudiants est très bas, mais lorsqu'on voudrait rehausser ce niveau, ce n'est pas au niveau seulement du bac. Il faut commencer à partir même de la notion de base, c'est-à-dire à l'école primaire, en passant par le collège et le lycée. Et lorsque le laxisme règne à ce niveau, et à un niveau beaucoup plus élevé au bac, vous cherchez à filtrer, je crois que c'est une façon de faire mal à la jeunesse guinéenne. Alors que son devoir, c'est aussi de donner une éducation saine à cette population. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que pour connaître l'ambition d'un État, d'un gouvernement, face à un secteur donné, vous devez jeter un coup d'œil dans ce qu'on appelle la loi des finances. Et la loi des finances que nous avons toujours eu sous Alpha, ce qui a été réservé au secteur de l'éducation est trop insignifiant. Cependant, au niveau de l'UNESCO, on est en train de se battre pour faire la promotion de 40% du budget national réservé pour l'éducation, de façon générale, mais à peine nous avons 15% ici en Guinée. Donc ce qui prouve que l'État n'est pas ambitieux pour rehausser le niveau. Il faut encore souligner ce fait, les fraudes qui ont eu lieu cette année, plus particulièrement le cas de Fana, est extrêmement important et étonnant qu'il y ait cette connivence entre les élèves et les correcteurs, au point de dire qu'il suffit de mettre tel caractère sur votre copie ou tel mot sur la copie pour pouvoir vous identifier. Et ils ont traqué ces personnes-là, je crois qu'ils ont été traduits devant les tribunaux. Mais à ma connaissance, la meilleure façon de lutter contre la corruption n'est pas seulement de traquer les enseignants à ce niveau, c'est aussi de rehausser leur salaire. Lorsqu'un enseignant a à peine 1 million ou 2 millions, je vous assure qu'il y a des charges lourdes, qu'il doit payer sa location, qu'il doit faire face à la charge familiale. Et tout ce que vous connaissez, les vieilles personnes qui sont à la maison, qu'il faut les soigner. Donc il faut soigner donc tout cela. Lorsque vous êtes exposé à ces, comment vous appelez, à des tentations, c'est facile de céder. Parce que vous avez des charges lourdes. Mais donc la meilleure façon de lutter contre la corruption, nous pensons qu'il faut rehausser le salaire des fonctionnaires, de façon générale, et surtout les enseignants, qui franchement ils font un travail, comme on appelle, les travaux excellents. Mais il faut reconnaître aussi que c'est ceux-là qui sont plus réguliers. Allez à la fonction publique, ou si vous voulez dans les départements ministériels, il y a des cadres qui ne viennent pas. Mais les plus réguliers dans la fonction publique, ce sont des enseignants, qui viennent tous les jours et à l'heure. Donc plus ponctuels c'est eux. Donc je pense qu'il faut penser à eux, il faut essayer de rehausser leur salaire pour les empêcher au moins pour pouvoir les retenir, pour qu'ils puissent résister face à certaines tentations. Mais aussi pour les motiver en vue d'améliorer le niveau de l'éducation des enseignants, mais aussi de former aussi les enseignants. Donc voilà un peu toute une ambition qu'il faut étaler à ce niveau pour pouvoir franchement obtenir ce que nous voulons. Mais nous avons un gouvernement qui n'est pas ambitieux. Mais on a pensé au départ que c'était un problème du ministre, mais l'analyse des choses prouve que c'est un problème de système. Tout à fait, c'est un système. Ce n'est pas un problème d'homme. Justement, ce système-là commence à partir là-bas. Ce n'est pas seulement au niveau du département, même dans les salles d'examen, le comportement des étudiants, tout ça.
constituent les éléments clés de ce système-là. Donc nous pensons que c'est tout ce qu'il faut revoir. Ce n'est pas seulement de dire qu'il faut changer le ministre, il faut changer la tête. Non. Le ministre n'a pas la correction. Le ministre n'a pas la surveillance. Ce n'est pas le ministre qui fait le sujet, comment on appelle le choix des sujets. Ce n'est pas le ministre qui enseigne dans les salles. Ce n'est pas le ministre qui construit les infrastructures. Et tout ça, il est important qu'il y ait une implication forte de l'exécutif, du gouvernement, qu'il y ait une ambition sérieuse, pointue du gouvernement pour nous permettre de rehausser le niveau de l'enseignement. Mais je voudrais souligner encore cette partie, cette façon du président Alpha de filtrer au niveau du bac. Je ne sais pas si c'est parce que l'État n'a pas assez de moyens pour pouvoir payer, si vous voulez, pour prendre la charge de ces étudiants au niveau des universités publiques et privées, ou bien l'État, ou comment vous appelez, lui-même, il est en train de cibler certains acteurs de ce secteur qui sont aussi politiques, donc une façon aussi de réduire leur trésor de guerre. Exactement. Je pense que ce sont des options qui ne sont pas écartées dans ce comportement insolite du président Alpha, qui a fait irruption dans la salle et qui a souhaité que le résultat soit revu à la baisse. D'accord. Au sujet, dans cette émission, vous avez rencontré récemment le chef de file de l'opposition, Seydou Dalein Diallo. Quelles ont été les grandes lignes de votre rencontre? Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement l'opposition républicaine, ou l'opposition, oui exactement, cette alliance appelée l'opposition républicaine est affaissée. Donc avec les départs les plus récents que vous connaissez, je pense que le chef de file de l'opposition a jugé nécessaire de tendre la main à des partis politiques. C'est dans ce cadre-là que nous avons été appelés. Nous avons été invités par le président Dalein, nous sommes partis, nous avons discuté avec lui. Lors de cette discussion, nous n'avons pas manqué de lui, surtout moi, qui suis très critique parfois à l'égard de lui-même, et même comme aussi à l'égard de certains responsables de ce pays. Mais nous l'avons dit très clairement, nous l'avons dit qu'il faut absolument que cette main tendue soit ouverte, ne soit pas sélective en fait. C'est-à-dire de tendre la main à tout le monde, même ceux qui sont à l'extrême, qui peuvent être imaginés comme à l'extrême, tel que l'UFDG, un peu plus de l'UFR, le PDN et les membres encore du FAD, cette nouvelle alliance qui vient d'être créée. Donc tout ça, quand on est responsable d'une maison, la logique voudrait qu'on soit grand fédérateur. Donc dans cette dynamique que vous appelez, et nous l'avons vivement encouragé d'aller dans ce sens, mais ne pas rester sélectif. C'est surtout ça qui est important dans ce sujet. Sélective. D'accord, doit être ouverte. Pourquoi Seydou Dalein Diallo décide de vous tendre la main maintenant? Parce qu'il a attendu que les autres quittent le quittent pour qu'il fasse appel à d'autres partis politiques. Pourquoi maintenant et pas avant? Oui, la réponse se trouve dans l'actualité, je viens de le dire même aussi. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de vous utiliser? Non, ce n'est pas une utilisation. Je pense que nous sommes très majeurs pour être utilisés. Nous avons une expérience forte. Je ne voudrais pas dire que nous avons plus expérimenté que le président Dalein. Mais en politique, nous militons dans l'opposition. Je veux dire, malgré mon jeune âge, je suis plus ancien dans l'opposition que tous ceux qui peuplent l'opposition républicaine actuelle. Quand il était avec le général Lassana Conté, nous étions déjà dans l'opposition avec le président Alpha. Depuis 1992 déjà, nous étions fortement impliqués dans cette opposition. Donc mon parcours ne peut pas franchement permettre à quiconque, j'imagine, sur la scène politique de pouvoir nous utiliser. Ils peuvent tenter quand même, mais je ne pense pas comme ça. Pour moi, il est en train de se battre, comme vous l'avez dit, vous avez même constaté que l'opposition républicaine a des difficultés sérieuses actuelles. Et au même moment que le président Alpha est en train de faire montre de sa velléité, de son obsession pour un troisième mandat, donc si on remarque que l'opposition est en train de s'affaisser, il est important que quelqu'un initie. Donc c'est ce qu'il a entamé. Et nous-mêmes, je viens de vous dire que nous avons travaillé dans ce sens, nous avons fait un document de 10 pages, hein, c'est-à-dire où il y a une déclaration, la charte. Vous avez besoin d'informations de proximité, société. Comment on appelle, le règlement intérieur, donc tout ça pour pouvoir mettre en place une structure qui va fédérer l'opposition, comme nous avons appelé la convergence 2020.
Et j'imagine bien que nous avons, comment on appelle, les personnes qui ont été contactées, bientôt une rencontre pour qu'on puisse voir qu'est-ce que nous avons en commun, harmoniser nos points de vue en vue de mettre en place une plateforme qui va fédérer, si vous voulez, beaucoup de forces, pour ne pas dire toutes les forces politiques de l'opposition, en vue de nous permettre d'être un véritable contre-poids contre des éventualités du troisième mandat du président. Alors, parlons-en, le troisième mandat, un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Ces derniers temps-là, il y a eu beaucoup de mouvements d'artistes, donc il y a même eu des arrestations. Qu'en pensez-vous de ces arrestations? Je pense que ce sont des intimidations que nous sommes en train de subir. Je vous ai dit l'autre fois que c'est la marche qui a été initiée par, si vous voulez, cette plateforme appelée Le Peuple n'avait plus, qui a été initiée par Eli Kamano, qui a connu l'adhésion de plusieurs organisations de la société civile. Alors c'est un appel citoyen que nous avons répondu positivement, parce que tout simplement nous sommes tous conscients que ce qui est dénoncé, l'impunité, la malgouvernance, l'insécurité, la cherté de vie et tout ce que vous connaissez sont nos préoccupations aussi. Donc nous avons jugé nécessaire de répondre à leurs rappels, et l'un de nous a été arrêté, qui est Mamoudou Kamara, le secrétaire administratif de la force des intègres pour la démocratie et la liberté fidèle. Heureusement, ils ont été libérés, et je crois encore qu'il y a cette menace encore de processus judiciaire que l'État cherche parfois à brandir, mais on sait que la réalité, c'est une façon d'intimider. Et le cas de Tagaran s'inscrit dans la même pratique, c'est d'intimider quiconque s'opposerait à un éventuel mandat, du troisième mandat du président Alpha. C'est de cela qu'il s'agit, mais le peuple de Guinée va résister, parce que nous ne sommes pas un peuple résigné. C'est un peuple qui s'est toujours battu bec et ongle pour défendre les valeurs républicaines. C'est la démocratie, la liberté d'opinion, la liberté politique, la justice sociale et la prospérité économique. Donc je pense que c'est une peine perdue, ils ne pourront pas, parce que le peuple est déterminé, il n'est plus prêt à accepter un troisième calvaire. J'appelle troisième calvaire un troisième mandat du président. D'accord. Vous étiez vous-même sur le terrain, mais on a souvent du mal à faire la différence entre une manifestation sociale, un mouvement social, une manifestation politique dans ce pays. Pourquoi, en tant que leader du parti politique, vous êtes impliqué personnellement? Vous savez, la différence entre parti politique et société civile, c'est que la société civile, c'est une organisation, ou toute organisation qui est en équidistance de toute pression politique, de toute affinité politique. C'est cela, la société civile. Et les partis politiques ont pour objectif de conquérir et exercer le pouvoir politique. Mais le commun entre les deux, c'est que, qu'ils soient partis politiques, qu'ils soient société civile, voire société militaire, l'objectif c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Donc nous pensons que quand on parle de l'impunité ou l'insécurité, je pense que cette préoccupation n'est pas seulement de la société civile. Nous sommes tous exposés à l'insécurité. Nous sommes tous dans les mêmes marchés, nous achetons des mêmes condiments, nous achetons des mêmes produits pharmaceutiques. Donc la cherté de vie ne concerne pas, n'est pas une affaire sectorielle. Et donc nous pensons que c'est dans cette dynamique, c'était un appel citoyen, qu'on soit politique, qu'on soit société civile, on est tous citoyens. Donc nous avons répondu à cet appel citoyen, parce que ce qui est dénoncé est une chose que nous dénonçons aussi dans nos plateformes, dans nos discussions, dans nos communiqués, dans nos réactions politiques. Donc je pense qu'il était important de coordonner une action de soutien pour avoir une seule voix et dénoncer ce tard. Mais les exemples sont nombreux à travers le monde. Le mouvement Y en a marre, ça a été initié par une partie de la société civile, c'est-à-dire les artistes. Mais je vous assure, ce n'était pas seulement les artistes qui étaient dans la rue, ils étaient bien appuyés par les politiques, de façon claire, hein, ce n'est pas en cachette. Hein. De la même chose au Burkina, ce qu'on appelait le ballet citoyen, ce n'était pas, c'est une initiative des artistes, mais qui ont été fortement accompagnés par les politiques, de façon publique. Le cas le plus récent, c'est ce que nous sommes en train d'assister au Mali. Le chef de file de l'opposition malienne, Ismaïla Cissé, est régulièrement au premier plan de toutes les manifestations initiées par la société civile. Donc, parce que
lorsqu'on parle de la Constitution, ce n'est pas une affaire de société civile, c'est une affaire de la nation. Voilà un peu ce qui a fait que nous avons jugé nécessaire de répondre à cette initiative, à cet appel citoyen. Et nous ne regrettons pas. Et nous sommes prêts encore à accompagner n'importe quelle personne, n'importe quel Guinéen, qu'il soit société civile ou je ne sais pas, politique, qui défend les mêmes valeurs que nous. Nous sommes prêts à nous donner de la main et travailler efficacement en vue d'améliorer cette condition de vie précaire de nos compatriotes. C'est quand même merci. Je vous remercie, mon cher.